Salut à tous, ravi de vous retrouver, c'est le débriefing F1, c'est sur motorcg.com. Permettez-moi de vous présenter Jean-Luc Roy, mesdames et messieurs, sous vos applaudissements. Oh, mesdames, messieurs, bonsoir, bonjour, salut LFD. Salut Jean-Luc, on retrouve entre deux grands prix, bien sûr. Oui, puisque, oui. Oui, je n'ai pas pu en organiser ce week-end, mais bon, je vais m'arranger pour le week-end prochain. Hein. Oui. Singapour, ça tirait? Voilà, eh ben, tiens, ça me va en faire semble un bien, Singapour. moi j'aime bien. Ouais. D'ailleurs, Ouais. tiens, allons-y, hein, parce que, pourquoi pas. enchaînons. C'est un Grand Prix qui, j'ai l'impression, a gagné ses lettres de noblesse, même dès la première édition. Là, en 2 éditions, ça sera la 3e. Ça y est, on est habitué. Singapour fait partie du calendrier. Ce Grand Prix nocturne, il a quelque chose. Déjà, le nom fait rêver. Enfin, tous, on a lu dans nos livres de classe petits, enfin, j'espère, en tout cas, Singapour. Bon, c'est vrai que c'est un mot magique, c'est vrai que c'est synonyme de voyage, d'Orient, etc. Bon, maintenant, ça a bien changé, naturellement. La ville est devenue une ville ultra moderne, une ville d'affaires. Bon, et on l'a découverte. Et là, c'est là qu'on voit que tous ces pays qui s'éveillent, je peux dire, au monde extérieur, maintenant ont les moyens que la vieille Europe n'a plus, ou malheureusement de moins en moins. Et quand on met le paquet, quand on décide justement de se servir d'un événement comme un Grand Prix de Formule 1 pour en faire un outil de promotion mondiale, on se donne les moyens de le faire. Et donc là, j'ignore, je ne connais pas le budget d'organisation, mais bon, c'est tout à fait comparable à Monaco, si on reprend évidemment, puisque c'est un circuit en ville, même si ça n'a rien à voir en termes de site. Mais tu as raison, moi je suis tout à fait de ton avis aussi. En plus, ce décalage horaire intelligent qui nous permet d'avoir le Grand Prix quasiment à des heures normales ou des heures normales pour l'Europe, c'est très malin. Ça fait un Grand Prix nocturne, remarquablement éclairé. Bon, en plus, on exigeant, a eu... Hein, depuis 2 ans. Exigeant, c'est long, c'est dur. Totalement. C'est pour les pilotes, c'est rapide à la fois. Non, c'est pas mal. Il y a un petit peu à l'américaine dans les bons circuits en ville américains. Il y a eu même le Singapore Gate, si on veut s'amuser un peu avec ça aussi. Vrai, donc il y a eu ce qu'il fallait pour faire monter la sauce. Et je suis d'accord avec toi. C'est en train de devenir une belle classique déjà pour la 3e édition. Donc on l'attend avec beaucoup d'intérêt. Voilà, oui, tout à fait. Alors, dans les nouvelles de la semaine, assez importantes mine de rien, et là on a l'impression qu'on est un peu rentré déjà dans une saison où bruissent les rumeurs, la fameuse silly season où on parle des transferts. Mais là, il y en a un vrai, pas n'importe lequel. Nick Heidfeld va donc remplacer Pedro de la Rosa chez Sauber. Quand même, pas n'importe quelle équipe. Qu'en penses-tu de cette situation, sachant que Rechef et Embrand et Senando s'en émeuvent sur le forum? Alors je pense que Peter Sauber, le premier, Peter donc puisqu'il est suisse, hein, on rappelle toujours, c'est pas Peter, c'est bien Peter Sauber, s'en est ému le premier, parce que c'est un homme profondément humain, pour lequel on peut tous avoir beaucoup de respect. Pour moi, c'est j'allais dire un patron d'écurie de course à l'ancienne, comme le sont Frank Williams, comme le sont les hommes qui ont compté dans le sport automobile, on ne va pas tous les citer, dont vraiment la passion, en plus quand on est suisse et qu'on sait que le sport automobile et les compétitions mécaniques sont dramatiquement, j'ose dire, pour nos amis suisses, interdites sur le territoire suisse, qui est une hérésie depuis l'accident des 24 heures du Mans en 55. N'importe quoi. Bon, voilà. Mais heureusement, il y a des hommes courageux, entreprenants, qui créent malgré tout des écuries de course en Suisse, dont Peter Sauber, venu de l'endurance et justement revenu à la compétition à haut niveau avec Le Mans et les Mercedes. Je ne vais pas vous raconter l'histoire de Peter Sauber. Donc c'est un type qui est très humain et je pense que ça l'a déchiré de devoir se séparer avant la fin de Pedro de la Rosa, qu'il avait rappelé, donc qui est un vétéran lui aussi, qui a eu des interruptions dans sa carrière, qui est un pilote solide. C'est pas un champion du monde en puissance, soyons clairs. Et là, malheureusement, si on compare les résultats de Kobayashi de mémoire, 21 points Kobayashi, 6 points pour De La Rosa en une fois, il n'y a pas photo. Hein, c'est évident. Kobayashi, le jeune rookie, il avait fait 3 Grands Prix, rappelons-le, à la fin de la saison dernière. Formidable. Kobayashi, lui, c'est une perle du Moyen-Orient, de l'Extrême-Orient. C'est une perle japonaise. Pedro De La Rosa, il est sur alors le transfert, entre guillemets, je dirais de réglage, de savoir-faire, parce que De La Rosa a roulé pour de grandes écuries, dont McLaren et autres, donc il est fait. Et là, finalement, on prend un Nick Heidfeld, qui est une très bonne solution, qui connaît très très bien l'équipe Sauber, faut-il le rappeler. Ça a compté dans sa carrière, c'est sa famille, il est chez lui. Et donc je pense que la mort dans l'âme, eh bien, Peter Sauber a dit à De La Rosa, on arrête, et Heidfeld étant libre, naturellement, ayant repris, et ça, il se remet dans le jeu, c'est vachement bien, avec Pirelli, parce qu'il était remonté au sein de l'équipe Pirelli pour commencer à débuter les essais, et d'ailleurs, Grosjean lui succède, donc ça veut dire que c'est une belle antichambre également, cette manière un peu détournée de revenir dans le jeu, et je suis ravi pour Nick Heidfeld, qui est un champion méconnu parce que discret, mais c'est un garçon solide. À mon avis, j'allais dire, c'est une bonne équipe. Hein. Heidfeld et Kobayashi, j'y crois bien, moi. 7e pilote allemand quand même en F1, hein, sur 24. Hein. Là, c'est impressionnant. Quand même un contingent assez incroyable. Très impressionnant. Alors, OpenWheel, lui, sur le forum, s'interroge sur la rumeur Raikkonen chez Renault. Qu'en penses-tu? On en parle. Moi, j'ai été très surpris de la manière dont cette rumeur est apparue. Parce que là aussi, c'est venu de Renault, c'est venu d'Éric Boulier. Or,
là, je m'interroge sur la stratégie qui est probablement réfléchie, hein, pensée. Pourquoi alors qu'on est toujours avec Vitaly Petrov, dont on sait qu'il est potentiellement, évidemment, sur un baquet éjectable, parce que Petrov a en partie rempli ses objectifs, pas totalement. On sait des belles courses quand même. Des belles courses. Ah, mais je le défendrai plutôt. Maintenant, est-ce qu'il est à la hauteur d'une équipe qui a des ambitions très affirmées comme Renault ? Clairement non, parce que là, il faudrait qu'il progresse très rapidement, et c'est d'ailleurs, je pense qu'on lui laisse faire, on lui dit, maintenant il te reste 5 Grands Prix pour être vraiment régulièrement dans les points, parce que Kubica, évidemment, est une référence extraordinaire. Donc si on cherche un calibre du niveau de Kubica, bah, soyons clairs, ce n'est pas forcément Petrov. Maintenant, Petrov est russe et Petrov amène des sous. Bon, là aussi, les engagements financiers ont-ils été tenus dans leur totalité? Ça, c'est le secret des affaires. En revanche, je reviens à Raikkonen. Faire savoir que les hommes d'affaires de Raikkonen, les managers de Raikkonen, se sont mis en contact avec Renault, ça a 2 objectifs. Premièrement, mettre la pression sur Vitaly Petrov, ça c'est une évidence absolue. Deuxièmement, démontrer que Renault est devenu ou redevenu, après la passe à vide, une écurie qui est courtisée par les plus grands, y compris par un champion du monde. Parce que ça, c'est quand même pas rien. Quelqu'un qui a été champion du monde avec Ferrari en 2007 et qui revient et qui veut venir chez Renault, c'est quand même un atout très important. Maintenant, je ne sais pas si Renault a les moyens de se payer Raikkonen, ça c'est un autre débat. Alors, je peux le dire, hein, parce qu'on est libre. Ce que j'ai moins aimé, finalement, dans la manière dont ça a été présenté, c'est oui, on hésite entre Petrov et Raikkonen. Non, je suis désolé, il y a un champion du monde qui revient, on n'a pas à hésiter, ou alors on fait intervenir d'autres critères, comme je viens assez rapidement de l'expliquer, et on ne peut pas comparer à aujourd'hui Raikkonen et Petrov. Je suis désolé, en termes de talent, de potentiel, Raikkonen ne s'est arrêté qu'une année, et encore, il a roulé ailleurs. Ce n'est pas le cas Schumacher, pour être précis, il est beaucoup plus jeune, il a 10 ans de moins, pour être clair, il a 31 ans, donc je crois qu'il n'y a aucun problème. Raikkonen, s'il revient, et on peut lui faire confiance, il est comme il est en termes de personnalité, mais dès qu'on l'assoit dans une monoplace, en plus avec un Kubica, j'allais dire devant, il va avoir, donc là, oui, ça ferait une équipe formidable. Raikkonen chez Renault, et puis un retour, ce serait fabuleux. Voilà. Schumacher, que tu as évoqué, tu n'as pas entendu quelques bruits récemment l'impression que c'est cyclique, il part, il revient, non, il reste, finalement, s'il va repartir, écoute, si on revient... Eddie Jordan a dit que non, il va prendre sa retraite. Si on revient aux faits, bon, Jordan, effectivement, a lancé cette information, peut-être qu'il a des infos que nous n'avons pas. Mercedes se retranche toujours, et c'est le jeu. Norbert Haug, directeur de la compétition Mercedes, et Ross Brown, patron de l'équipe, disent non, il a un contrat de 3 ans. Bon, maintenant, soyons clairs, le bilan est très mauvais, catastrophique, là aussi c'est toujours de tête, mais plus de 100 points pour Rosberg, 46 je crois pour Schumacher, enfin il n'y a pas photo, 42, il n'y a pas photo. Schumacher, ça n'est pas convaincant. Bon, il lui reste à lui aussi, on va dire, 5 Grands Prix, mais je ne vois pas comment, par rapport à son équipier, on ne va pas parler du reste, il est très nettement en deçà. Il a rarement été à son niveau, et pratiquement jamais devant, peut-être une fois ou deux en qualif, on est d'accord, mais dans l'ensemble, il est bien derrière, et le dernier Grand Prix vient encore de le démontrer, hein, avec une course magnifique de Rosberg, et pas assez récompensé par Vettel, qui fait, enfin, on va pas refaire la course de Monza non plus. Donc, moi, je pense que Schumacher, ça y est, il a donné son potentiel. Maintenant, on avait besoin chez Mercedes pour en faire ce que j'annonce depuis longtemps, l'ambassadeur de Mercedes à vie, c'est pas rien, comme l'était Juan Manuel Fangio, qui est resté aux couleurs de Mercedes jusqu'à la fin de sa vie, il faut le savoir. Donc on avait besoin de repeindre, si vous me pardonnez l'expression, mais je l'aime bien, de repeindre Schumacher pour le faire passer du rouge au gris argenté. Donc on avait besoin à minima d'une saison, voire de 2, voire de 3. À mon avis, oui, moi je pense que ça s'arrêtera à la fin de cette saison, si jamais Schumacher, notablement, n'est pas devant Rosberg. Alors je veux bien, il n'aime pas la voiture, il n'aime pas les pneus, il n'aime pas machin, oui, bon, ok. Bon. Il aura 42 ans le 3 janvier, là aussi, de mémoire. Bon, c'est tout. Allez, petite rafale de questions. Je te donne comme mission d'y répondre chaque fois en 30 secondes. Parce que voilà, allez, il faut y aller là. Bon, top, JM30 te pose 2 questions sur 2 personnages spéciaux, on va dire, de la Formule 1. Jacques Villeneuve, donc son équipe, son projet Durango n'a pas été accepté. Il dit que peut-être la solution, c'est de racheter une équipe existante. Bon, c'est Jacques Villeneuve. J'y crois pas. J'adore Jacques. Encore une fois, ça a été un copain, on ne se voit plus maintenant, mais j'y crois pas. Il a très envie de revenir lui aussi, mais bon, c'est un peu en désordre. J'y crois pas. Voilà. Mais bon, je lui souhaite bon courage, hein, ça, je ne vais pas le décourager. Flavio Briatore, aperçu en compagnie de quelques personnes de chez Ferrari. Alors, que faut-il lui prêter comme intention On dit qu'il tire toujours quelques ficelles par derrière, c'est très probable. Il est toujours manager non officiellement de certains pilotes. On lui a rendu un pass, puisqu'on l'a vu parader, il n'y a pas d'autre mot, à Monaco, notamment avec le yacht. Bon, par parenthèse, si son yacht enfle, je vais être méchant, lui, il faut qu'il arrête un peu aussi, parce qu'il y a un moment, ça va devenir délicat. Enfin bon, ça c'est méchant, gratuitement méchant. Bon, je dirais que c'est un personnage puissant de la Formule 1, qu'on n'a pas gommé comme ça d'un trait de plume. Je ne sais pas quel est son rôle ou quel pourrait être son rôle. On dit aussi qu'il aurait œuvré pour l'arrivée de Pirelli. Bon, c'est des bruits qui courent. On en est aux rumeurs, hein, puisqu'il n'y a pas d'annonce officielle. Donc je ne sais pas. En tout cas, Briatore, manifestement, s'intéresse
s'intéresse toujours à la Formule 1 et peut-être rêve secrètement d'un retour flamboyant. On verra. Lotus, on a tous entendu parler qu'il y avait procès de la famille Chapman, ne voulait plus du nom de Lotus, qui parallèlement est en contact avec Renault. Bon. Alors, Lotus Renault, je crois que oui, ça va se faire a priori, puisque bon, on a rompu le contrat avec Cosworth, on en a déjà parlé, donc à l'issue de la première année, alors que normalement il y en avait 3. C'est naturellement pour faire la part belle à Renault, donc et ce serait formidable que Renault ait une autre équipe, une troisième équipe, puisqu'il y a Renault, il y a Renault Red Bull, faut-il le rappeler, et il y aurait donc Lotus Renault, et ça nous rappelle des magnifiques époques. On en parle avec des frissons, puisqu'évidemment, c'était l'époque Ayrton Senna, Gérard Ducarouge, pour ceux qui ne l'auraient pas encore. La voiture éternelle, je pense. Extraordinaire, extraordinaire. Donc bon, ça, ce serait une belle histoire qui pourrait reprendre, qui pourrait continuer. Maintenant, les tractations avec la famille, je ne les connais pas et honnêtement, c'est dans le secret. Ce serait dommage qu'on se chiffonne pour une appellation. Lotus est en Grand Prix, Lotus est vert, Lotus est pour moi une équipe britannique, même si évidemment elle est composée, elle est internationale comme les autres. Je regretterais qu'elle ne soit plus là sous ce nom-là. Voilà. Bon. Avant la dernière question, je voudrais en ta présence citer 5 nouveaux venus sur le forum de Motors TV. Bienvenue à vous. Vraiment merci. Alors, il y a Formule 1, Geria, on avait déjà sélectionné une de ces questions, mais en tout cas, il en fait partie. Vegeta 49 aussi, on l'avait déjà mis en avant, mais je le rappelle, il s'est inscrit très récemment. Senando de Toile et Fin. HNHLF, j'espère que je prononce bien, et Lord Mars. Voilà, donc n'hésitez pas à poser vos questions toutes les semaines, le débriefing est fin. Pendant chaque Grand Prix, vous pouvez les suivre en live test, les Grands Prix, grâce à nos amis de f1-direct.com. Donc tout est bien en place pour vivre la F1. Dernière question, Jean-Luc, ton pronostic pour Singapour. L'impression qu'il me met. Bon, là, une Red Bull va revenir dans le coup parce que là, il faut de l'appui. C'est un circuit. C'est pas Monaco, mais c'est un peu la Hongrie. La Hongrie, les Red Bull étaient très bien. Une Red Bull, laquelle Weber, moi j'ai pris mon parti là pour le coup. Weber mérite d'être champion du monde déjà pour moi. Encore une fois, j'aime bien Vettel et tout, mais là il a fait un boulot remarquable. Il est solide. C'est peut-être la seule occasion dans la carrière de pilote de Formule 1. Allez, moi je joue Weber. Voilà. Et vous me permettrez de jouer Hamilton en partant du principe qu'après cette désillusion et cette erreur de Monza, le champion du monde qu'il est va revenir et va nous le faire. Voilà, on verra bien. On verra bien. Rendez-vous lundi prochain. Allez, bonne semaine à vous et à lundi prochain. Salut à tous.